parce que avant la période d'échange et de discussion, on va arrêter l'enregistrement pour plus de confidentialité. Donc là, j'ai démarré l'enregistrement. C'est bon. Donc, bienvenue tout le monde dans ce premier midi interaction de cet automne 2024. Je me présente Muriel Mayac, agente de liaison partenariale pour le Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction. Je serai votre animatrice, modératrice pour aujourd'hui. Je vais commencer par une brève présentation du centre et on va poursuivre par la suite pour notre présentation d'aujourd'hui. Donc, en deux mots, établi depuis 2001, le Centre Interaction étudie et accompagne la configuration et l'évolution des réseaux de solidarité avec les communautés, le communautaire et le secteur public. Au centre, on priorise la recherche transformationnelle qui tient compte de la diversité des populations et des milieux de vie et qui veut vraiment contribuer au développement de pratiques adaptées pour favoriser l'accès à la protection des droits en santé, en services sociaux et aussi la pleine participation des premières personnes concernées. Au Centre Interaction, on travaille surtout dans une perspective intersectorielle qui touche différents secteurs d'action, dont les services sociaux, la santé mentale, le logement, l'éducation, l'emploi, et qui implique donc naturellement différents partenaires au niveau institutionnel public, ministériel, municipal, regroupements provinciaux et organismes communautaires. Dans la logique du centre, il doit y avoir vraiment un lien direct entre la recherche et la pratique terrain, et c'est dans ce sens-là que l'idée de Midi Interaction a été développée. Donc, l'objectif fondamental de notre midi et des midis en général, c'est de partager les résultats des projets de recherche et d'innovation sociale avec les partenaires des milieux de pratique pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur les retombées de ces projets-là sur le terrain. J'aimerais maintenant vous présenter aussi un peu la programmation des prochains Midi Interaction qui s'en viennent pour cet automne. Donc, le 23 octobre, c'est un mercredi. On va se pencher sur les nouvelles alliances pour répondre autrement aux défis en santé mentale, plus précisément l'approche dialogue ouvert, Open Dialogue et son implantation au Québec. Le 29 novembre, on va plus se pencher sur la transition socio-écologique et le développement des communautés pour une action locale significative. Et en décembre, on conclura notre saison d'automne en se penchant sur la justice et la santé mentale, les enjeux de l'hospitalisation involontaire. Donc, pour ce qui est du Midi Interaction d'aujourd'hui, on va aborder la thématique des jeunes proches aidants, des communautés ethnoculturelles minoritaires issues de et les actions à mettre en place pour répondre à leurs besoins. Je vous présente brièvement aussi notre conférencière Marie-Emmanuelle Laquer, qui est professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM et membre de l'équipe de recherche interaction. Les travaux de Marie-Emmanuelle en recherche qualitative se penchent sur l'intégration sociale des immigrants, l'intervention en contexte de diversité ethnoculturelle et l'adaptation des services publics et communautaires. Elle collabore régulièrement avec des organismes communautaires et des instances municipales qui souhaitent développer une approche plus inclusive, mais aussi plus sensible aux réalités des personnes des communautés ethnoculturelles minoritaires. Je vous présente aussi notre commentateur qui va nous apporter une vision de terrain pratique sur le projet de recherche. Olivier Fitzpatrick, bienvenue, tu es coordonnateur des jeunes aidants à Amis Québec, un organisme communautaire qui offre des services principalement en anglais de soutien, de formation, d'information et d'action sociale en santé mentale aux proches aidants. Dans sa pratique, Oliver promeut la sensibilisation, la recherche, les politiques et la création de services pour soutenir les jeunes aidants. Il étudie conjointement la santé publique à l'Université de Victoria et son expérience personnelle en tant qu'aidant et bénéficiaire de soins lui a conféré un intérêt particulier pour l'interdépendance, la famille choisie, le transfert des connaissances et le soutien par les pairs. Donc, avant de vous passer la parole, Marie-Emmanuelle et Oliver, je vous partage par le clavardage chat d'aujourd'hui le lien pour le site web du projet de recherche de Marie-Emmanuelle. Comme ça, avoir une idée plus précise encore de ce projet. Je vous envoie ça. Ah, je pense que c'est bon. OK, donc sur ce, Marie-Emmanuelle, je te passe la parole et merci. Merci beaucoup, Muriel. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de venir vous présenter là,
les balbutiements de cette recherche qui porte sur les jeunes proches aidants des communautés ethnoculturelles minoritaires. Alors, je vais partager avec vous mon écran afin de commencer ma présentation. Petit instant. Et voilà. Vous voyez bien? D'accord. Alors, je parle le minuteur et je commence. Tout d'abord, proche aidance chez les jeunes des communautés ethno-culturelles issues de l'immigration. Qu'est-ce qu'on entend par jeunes des communautés ethno-culturelles issues de l'immigration? On entend les personnes dans le cadre du projet que je vous présente, on entend les personnes âgées de 25 ans et moins, de première ou de deuxième génération d'immigration, qui vont se distinguer des communautés majoritaires d'origine française ou britannique et des communautés autochtones. La proche aidance, c'est un thème large. La jeune proche aidance va aussi présenter différentes versions. Des fois, on va prendre en considération les enfants qui vont avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui déjà vont avoir des tâches qui vont correspondre à des tâches reliées à la proche aidance, mais n'empêche que dans le cadre de cette recherche-là, on va y inclure les personnes de 25 ans et moins. Et comme on s'aperçoit dans les recherches, là, on va commencer à 5, mais dans la grande majorité des cas, on commence à s'intéresser à ce phénomène-là chez les enfants de 11, 12, 10, 11, 12, 13 ans. Ma recherche comme telle, notre recherche comme telle, on part à partir de 14-15, ce qui n'enlève pas le fait qu'il faut prendre en considération l'existence d'enfants plus jeunes qui ont ce rôle de proche aidant-là. Tout d'abord, tout simplement spécifier que le terme de communauté ethnoculturelle est employé parce qu'il est utilisé par divers paliers gouvernementaux au Québec et nous l'avons choisi, bien que ce soit un terme qui tend à homogénéiser les communautés et qui met de côté souvent leur caractère changeant, complexe et hétérogène. Fait que nous, dans le cadre de la présentation que je fais, quand je parle des jeunes des communautés ethnoculturelles, j'inclus toutes les personnes jeunes, 25 ans et moins, qui ont un historique migratoire ou qui sont nés de deux parents qui ont un historique migratoire. Le petit tableau qui vous est présenté actuellement démontre la vision qu'il me semble qu'on doit avoir lorsqu'on s'intéresse aux jeunes proches aidants des communautés ethnoculturelles. Pour bien comprendre le phénomène, on ne part pas de zéro. On s'intéresse à la proche aidance, bien sûr, à la proche aidance chez les jeunes. On s'intéresse aux variations culturelles qui peuvent exister dans la proche aidance et on s'intéresse à la proche aidance et migration. Là aujourd'hui, je viens vous présenter un peu ce que dit la littérature parce que la recherche en est à ses tout débuts et nous ne possédons pas encore assez d'informations pour que j'aime là vous présenter les résultats préliminaires. Fait que bref, qu'est-ce qu'on voit, c'est que tous ces éléments-là de proche aidance que l'on peut diviser en certaines thématiques ou catégories présentent des enjeux et des défis qui sont particuliers pour les jeunes personnes proches aidantes, mais aussi pour l'intervention. Alors, il faut savoir que les jeunes des communautés ethnoculturelles ont des préoccupations, des besoins, des difficultés qui sont très semblables à ceux qui sont vécus par la population, par les jeunes de la population majoritaire. C'est pourquoi, dans mon approche, on va faire ressortir les éléments qui touchent plus spécifiquement aux communautés ethnoculturelles, tout en retenant que les similitudes sont très présentes, mais qu'il existe aussi des différences qui peuvent être reliées à des facteurs de nature structurelle et culturelle qui vont façonner les pratiques dans les familles et qui vont venir transformer le portrait de la jeune proche aidance. Quand je parle de facteurs culturels, je parle de systèmes de pensée, de valeurs, de symboles, de rituels, de normes, d'attitudes, de croyances qui vont venir façonner les pratiques dans les familles.
Quand je parle de facteurs structurels, je les associe surtout au statut migratoire, à la durée de l'établissement au Québec, à l'accessibilité des services, à la fluidité linguistique, etc., etc. Donc, savoir qu'il y a des points communs chez tous les proches aidants, mais que lorsqu'on s'intéresse à la proche aidance en contexte migratoire, il y a la présence de variations culturelles et de facteurs culturels qui vont venir l'influencer. L'état des connaissances en proche aidance. En fait, qu'est-ce qu'on sait en proche aidance chez les communautés ethnoculturelles? Les études qui se sont penchées chez les proches aidants de ces communautés en contexte minoritaire et d'immigration vont porter pour la plupart sur l'aide qui est prodiguée par un enfant adulte à un de ses parents âgés. Les autres études vont porter sur des groupes pas d'autres études, mais je veux dire, on va s'intéresser notamment à un enfant adulte qui prend soin de son parent âgé, mais on va porter surtout le regard sur des groupes ethnospécifiques culturels. On va aussi se concentrer sur des groupes ethnoculturels qui sont d'immigration plus ancienne, puis ce qu'on remarque, c'est qu'il y a peu d'études sur les proches aidants dans les familles d'immigration récentes. Qu'est-ce qu'on apprend sur la proche aidance et l'expérience migratoire? Tout d'abord, ce que la revue de la littérature nous amène, c'est qu'il y a des variations dans les modèles, les pratiques et les croyances culturelles. Je vous rappelle que j'entends par cela les systèmes de pensée, les valeurs, les croyances, les normes, les attitudes qui vont être spécifiques à un groupe. On va notamment faire ressortir dans plusieurs études le familialisme. Ce familialisme-là, c'est la valorisation des solidarités familiales qui mènent à une prise en charge des soins. C'est ce qui se retrouve dans votre PowerPoint. Et elle est vue comme l'assise de l'ensemble des comportements sociaux qui vont faire passer le bien-être familial avant le bien-être individuel. Dans cette optique-là, on va valoriser les solidarités familiales, ce qui va mener, entre autres, à une prise en charge importante des soins et qui va être centrale à la proche aidance dans plusieurs communautés ethnoculturelles minoritaires. C'est cette grande valorisation des solidarités familiales-là qui va prendre pour acquis la prise en charge des soins et qui expliquerait, selon plusieurs auteurs, du moins en partie, le faible recours aux services formels et aux ressources communautaires. Il y a aussi les croyances culturelles, les pratiques culturelles, le deuxième point, pratiques culturelles liées à certaines croyances qui vont venir transformer les pratiques de proche aidance. Donc, ces pratiques-là, elles sont liées à des croyances religieuses, elles sont liées à des représentations de l'entraide, de la santé, de la maladie, de la vieillesse, du handicap, qui peuvent différer d'un groupe ethno-culturel à l'autre. Ça va donc avoir un effet sur la façon dont on va pratiquer la proche aidance, mais tous ces éléments-là vont faire en sorte qu'on va se retrouver devant certains tabous, la santé mentale, par exemple. On va cacher la condition de la personne, on va avoir tendance parfois à isoler la personne, on va éviter de faire appel aux services formels. Donc, il y a certaines pratiques qui vont justement, en fonction de ces différentes croyances-là, venir jouer sur la perception qu'on a de l'aide, de notre façon d'aider, mais aussi sur l'aide qui va être apportée. Les études nous démontrent aussi que lorsqu'on regarde les différences chez les membres des communautés ethnoculturelles minoritaires, la perception du soin genré ressort encore plus que pour la population en général. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a plusieurs communautés ethnoculturelles, c'est ce que les études nous apprennent, qui vont affirmer que le soutien à un proche est une responsabilité majoritairement féminine qui s'inscrit dans la continuité de rôle de mère, de fille ou de belle-fille. Les femmes qui appartiennent aux communautés ethnoculturelles vont donc fournir plus d'efforts dans leur soutien à un proche que les femmes de la population majoritaire, tout en considérant
leur fonction d'aidante moins lourde. Il y a un autre point, la perception, là, je l'ai nommé, la perception des soins moins lourdes, puisque le soin va avoir tendance à être perçu comme allant de soi. Mais il y a aussi les pratiques de socialisation et les modes de cohabitation qui valorisent la solidarité communautaire et familiale. Les études vont démontrer que le réseau de soutien informel des membres des communautés ethnoculturelles serait plus fourni et diversifié que celui des populations majoritaires. L'immigration encouragerait, entre autres, le modèle des familles étendues et la cohabitation de plusieurs générations. Bien sûr, ça a un effet sur les configurations de la proche aidance, puisque ça fait ressortir la mobilisation du réseau familial pour le soutien d'un proche. On parle ici de collective care, de ce qui transforme la configuration des aidants, puisque dans les familles des communautés ethnoculturelles, il semblerait que plusieurs aidants vont intervenir et se partager différents rôles. Les études notent aussi qu'en raison des pratiques culturelles spécifiques comme la cohabitation et les pratiques de socialisation culturelle, il n'est pas rare que le réseau d'aidants soit intergénérationnel et qu'il compte des petits-enfants. Il faut aussi considérer l'existence possible d'un soutien ou d'un réseau de soutien transnational. Bref, on peut relever la présence possible de pratiques d'aide qui relèvent de modèles relationnels et de solidarité qui sont non conventionnels, qui sont alternatifs et qui viennent briser un peu le modèle aidant-aidé dyadique qu'on rencontre dans les recherches actuelles, bien que ce soit en train de changer parce qu'on se rend compte que le réseau familial, en proche aidance en général, est de plus en plus impliqué. Donc, ces pratiques-là sont reliées à des pratiques culturelles, mais aussi à des facteurs structurels qui s'appliquent au contexte migratoire. Quand on regarde toutes les études sont nombreuses, du moins à démontrer que l'expérience migratoire va transformer la proche aidance. Il va y avoir des effets en raison du déracinement, de la perte de repères, de parfois le statut précaire, d'une présence potentielle de barrières linguistiques, de la méconnaissance des services, de l'inadaptation des services. Ben, on n'aura pas, la proche aidance va être transformée. On constate que les dynamiques d'entraide familiale, les solidarités familiales, la forme et le type de soutien qui sont offerts par la famille vont connaître des variations dans les normes de réciprocité, qu'il va y avoir une atténuation possible des liens sociaux et familiaux, et qu'on va assister à une fragmentation récente des réseaux familiaux, c'est-à-dire qu'on va soit devoir reconfigurer notre réseau en raison de la migration, ou on va se retrouver devant un réseau qui est réduit, puisque notre réseau social, familial, n'est plus le même que dans le pays d'origine. Il faut savoir que la norme de solidarité et de responsabilité familiale est loin d'être la norme aussi et que l'entraide et le soutien peuvent prendre des formes multiples et plus complexes en contexte migratoire. Ça peut impliquer des enfants, des adolescents, des jeunes adultes qui se retrouvent à soutenir à différents degrés des membres de leur famille avec incapacité. Il y a plusieurs études qui démontrent que ces jeunes risquent de se retrouver fragilisés au niveau de leur santé physique, psychologique et émotionnelle, tout en subissant des conséquences qui peuvent être positives et négatives, mais des conséquences qui se répercutent sur leur bien-être, leur qualité de vie, leur vie privée, familiale, sociale, scolaire, professionnelle. Nous allons donc maintenant aborder la proche aidance dans les jeunes proches aidants des communautés ethnoculturelles issues de l'immigration de façon plus spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les connaissances sont quand même rares lorsqu'il s'agit de commenter leur vécu et leurs conditions. Les études qui se concentrent sur cette thématique-là démontrent que les jeunes sont plus à risque d'être des proches aidants et la plupart mentionnent qu'il serait important de développer des savoirs pour connaître leurs conditions
et proposer des programmes qui vont offrir un soutien qui va être adapté à leurs besoins et à leur réalité. Ce que les études nous disent aussi, c'est qu'il y a plusieurs points communs, hein, comme je l'ai mentionné tantôt, avec les jeunes proches aidants, mais le fait de faire partie d'une communauté ethnoculturelle minoritaire et d'avoir un historique migratoire proche dans la famille fait en sorte qu'il y a des facteurs additionnels qui vont potentiellement venir complexifier la proche aidance. L'appartenance ethnoculturelle, le statut migratoire, le statut minoritaire sont en fait des éléments qui peuvent avoir un effet. Access va évoquer dans son récent rapport qui a été produit sur la proche aidance en contexte de diversité que les jeunes proches aidants sont encore plus invisibilisés que les jeunes proches aidants en général et que ça mériterait davantage d'attention puisqu'ils sont au confluent de plusieurs facteurs de vulnérabilité. Ils sont jeunes, ils sont proches aidants, ils appartiennent à des communautés ethnoculturelles minoritaires et issues de l'immigration. Ce qu'on retrouve aussi dans la littérature qui porte sur les jeunes des communautés ethnoculturelles minoritaires lorsqu'ils sont proches aidants, c'est la présence d'influences de modèles culturels qui sont liés au sens et à l'aide accordée à un proche. Pour plusieurs jeunes qui sont interrogés, ce qui ressort dans les études, c'est que cette aide-là va de soi, que c'est un rôle naturel. D'autres jeunes vont nous dire, j'ai pas le choix, c'est ce que je me fais répéter depuis que je suis jeune, que je dois prendre soin d'eux, ou c'est une obligation, je ne peux pas me retirer de cette obligation-là. On constate donc que l'attente des familles peut parfois, en raison de facteurs culturels, mais aussi structurels reliés à l'immigration, venir mettre une pression additionnelle sur l'obligation, entre guillemets, ou l'allant de soi d'être un proche aidant. Il y a aussi l'influence de modèles culturels. Les familles peuvent être déchirées entre leurs valeurs et celles qui prévalent dans les sociétés occidentales. Lorsqu'on vient de populations qui sont à tendance plus communautariste, bien, et que nos enfants, les jeunes, grandissent dans des sociétés qui sont à tendance plus individualiste, il peut y avoir des conflits de valeurs et ça peut entraîner certains chocs intergénérationnels. Ça peut entraîner des bris relationnels dans la famille, de la discordance, en raison de ces différents éléments-là qui vont avoir un effet sur la dynamique familiale. Au niveau de l'influence des modèles culturels, c'est le dernier. Je parle de la possibilité de conflits intergénérationnels où parfois les attentes des parents sont plus grandes ou plus élevées à l'égard de leurs enfants qui, ayant grandi dans une société occidentale, ont peut-être d'autres visées. Fait que les enfants aussi se retrouvent coincés entre ce devoir filial-là et le fait de pouvoir évoluer dans une société qui prône l'individualisme. Autre constat, les jeunes proches aidants des communautés ethnoculturelles ont souvent des tâches additionnelles si on compare aux jeunes proches aidants en général. Ils vont faire office d'interprète, de traducteur. Ils vont être en charge souvent de la prise des rendez-vous médicaux, du contact avec les professionnels. J'ai parlé tantôt des pressions parentales implicites ou explicites qui font en sorte que les jeunes se retrouvent devant un double mandat d'aide et de réussite scolaire ou professionnelle. Plusieurs parents ont choisi d'immigrer pour offrir une meilleure situation à leurs enfants, notamment une meilleure éducation. Fait que les enfants sont pris en cette pression-là de devoir réussir leurs études et cette pression-là de devoir apporter de l'aide à un membre de la famille. Il y a une détresse psychologique des jeunes proches aidants moins prise en considération par les parents. Les relations sont parfois plus fortes avec les parents lorsque le jeune prend soin d'un frère, d'une sœur ou d'un grand-parent. Ça, c'est ce qui fait peut-être une différence avec les résultats des études qui touchent aux jeunes proches aidants en général, où la proche aidance va souvent créer des frictions entre les enfants et leurs parents. Dans les recherches qui se sont intéressées aux jeunes proches aidants des communautés ethnoculturelles, il semblerait que ça favoriserait le lien entre les membres de la famille. Le dernier point,
Les jeunes des communautés ethnoculturelles vont souvent avoir une vision plus positive de l'aide si on compare aux jeunes proches aidants en général. Et ils vont avoir recours, un recours moindre à l'aide externe. Ce qui ressort de tous les éléments que je viens de vous montrer, c'est l'importance de prendre en considération la dynamique familiale dans les recherches qui s'intéressent au vécu des personnes, puisqu'elle vient énormément jouer dans la façon d'être un proche aidant, notamment dans les communautés ethnoculturelles minoritaires. Au niveau des considérations, retenir que, excusez-moi, c'est juste que je n'ai plus accès à mon PowerPoint. OK. L'importance de retenir que l'appartenance ethnoculturelle est un facteur parmi d'autres, mais que ce n'est pas le plus important. La vulnérabilité au sein des familles est aussi liée à l'intersection de multiples facteurs économiques et sociaux qui incluent le fait d'être défavorisé au plan socio-économique, des difficultés à se débrouiller en anglais ou en français, avoir un faible niveau de littératie, avoir un statut migratoire précaire, être arrivé récemment. Donc, les jeunes proches aidants, au niveau de leur vulnérabilité, c'est surtout lié au fait que très souvent, les familles sont en mode survie et que la priorité est d'assurer les besoins de base, soit la sécurité alimentaire, financière, le logement et le bien-être familial. On retient aussi que les jeunes proches aidants des communautés ethnoculturelles sont tous uniques, qu'ils sont tous différents. On va reconnaître l'existence de différences qui sont reliées à différents facteurs psychosociaux, individuels, et que les jeunes proches aidants sont tous et toutes des jeunes personnes qui ont des charges qui viennent influencer leur développement et qui peuvent avoir des conséquences positives ou négatives sur leurs besoins de développement, qui sont reliés à la santé, l'éducation, au développement comportemental affectif, à l'identité, à leurs relations familiales et sociales, à leur présentation de soi et aux habiletés à prendre soin de soi. Les jeunes proches aidants issus des communautés issues de cultures familialistes vont mériter une attention particulière en raison des défis spécifiques qu'ils vont rencontrer. On va reconnaître le besoin de support externe chez les jeunes, mais ce support demeure à définir. La grande majorité des études vont dire qu'il faut prendre en considération la spécificité des jeunes issus des communautés ethnoculturelles, mais souvent on ne s'en tient qu'à ça. On ne va pas plus loin. Donc, l'appel est lancé pour que vraiment il y ait des recherches de terrain qui donnent la parole à ces jeunes-là pour connaître leur réalité. On souligne aussi chez les jeunes une volonté de socialiser avec des personnes de la même communauté ethnoculturelle qu'eux, puisque ces personnes vont reconnaître les difficultés additionnelles et sont plus en mesure de partager des stratégies adaptées. Ça, c'est une recherche qui date de 2023. On est en train de valider avec des jeunes qu'on rencontre pour voir si cette affirmation-là tient. Semblerait qu'il y aurait une volonté chez les jeunes de se retrouver entre membres d'une même communauté, puisque c'est plus ce qu'on entend, c'est que c'est plus facile pour eux parce que les autres jeunes de la communauté vont comprendre ce qu'ils vont dire, à valider. Il y a aussi un besoin de plus d'études qui examinent les expériences des jeunes proches aidants des communautés ethnoculturelles tout au long de leur trajectoire de vie. Pas juste regarder le moment où ils aident, mais regarder aussi comment ils se développent dans des études longitudinales. Fait qu'en gros, il y a un besoin de recherche, d'accompagnement et d'intervention. Je vous invite à visiter le projet Jeunes proches aidants. Il y a Muriel qui vous avait mis le lien tantôt. C'est une recherche qui souhaite donner la parole aux jeunes proches aidants afin de faire ressortir les différentes configurations d'aide et d'entraide qu'ils vivent, afin de décrire et comprendre leur vécu expérientiel et leur trajectoire, afin de cibler leurs besoins, leurs attentes en lien avec leur rôle de proche aidant. On souhaite aussi proposer des approches, des modèles d'intervention qui vont correspondre aux besoins et aux réalités de ces jeunes-là et leurs familles. Et on souhaite aussi produire des rapports, des recommandations, des outils qui vont permettre, qui vont sensibiliser les différents milieux
à avoir des interventions qui vont prendre en considération la diversité ethnoculturelle, mais diversité vue plus largement aussi. Donc, voilà, je laisse la parole à Oliver. Merci. J'ai pas vu la présentation avant, mais je suis content parce que je pense vraiment que vous verrez beaucoup des mêmes thématiques dans le mien. Euh, je peux partager mon écran dans une instant aussi. Je pense qu'il faut juste fermer la présentation. Ah, je ne l'ai pas fermé, pardon. Oui. Euh, Comme ça. OK, vous voyez tous la présentation? Parfait. Oui. Oui. Donc, j'aurais plus de commentaires, mais j'ai envie de comme discuter à propos de ça, puis voir si vous avez les mêmes avis que moi. Mais bref, je suis vraiment d'accord que beaucoup des actions qui doivent être faites pour les jeunes proches aidants, on peut se concentrer un peu sur des sous-populations, des populations comme des jeunes proches issus des communautés ethnoculturelles minoritaires issus de l'immigration. Parce que si on fait un système de soutien qui peut les aider dans les enjeux qu'ils ont, qui sont parfois plus complexes, je pense que c'est aidant pour tous les jeunes proches aussi. Et il y a un besoin pour également des services taillés juste pour cette population. Donc, voilà. Euh, En premier, je voulais dire que toute cette complexité me rappelle vraiment de juste selon l'âge dont on parle. On parle des enfants de 5 ans à 12 ans versus de 15 ans, 20 ans. Ce sont des périodes de vie et de développement tellement différents que c'est énervant de travailler dans le milieu de jeunes proches aidants parce qu'il y a tellement de différents besoins à cibler. Et l'expérience est différente à cause de leur âge que celle des adultes et ça apporte, comme Marie-Emmanuelle disait, des forces et aussi des vulnérabilités. Donc, on peut parler de leur présence à l'école, de leur reliance sur leurs parents, d'un manque de ressources financières, ressources de transport, un peu d'autonomie. Ce sont des choses qui se relèvent beaucoup quand je rencontre des jeunes. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'ils ont vraiment une tendance de ne pas s'identifier comme proches aidants et également que c'est plus commun quand ils sont issus d'une des communautés ethnoculturelles. Mais ils ont aussi un niveau plus haut, je trouve, de connaissance de la santé mentale. Euh, mais ça vient aussi avec une vulnérabilité en termes de leur vulnérabilité aux manipulations. Et il faut aussi prendre en compte que le système de soutien est différent aussi en termes de santé et services sociaux pour eux. Euh, mais un autre aspect que j'ai remarqué dès le début, c'est l'importance pour les jeunes de leur communauté d'appartenance. Donc, surtout les ados et les jeunes adultes, ils sont en train de développer leur identité. Les jeunes que je rencontre mettent une importance réelle sur leur appartenance à leur culture, leur communauté de LGBTQ ou leur langue. Donc, quand on fait des approches aux communautés d'appartenance comme ça, à Ami Québec, maintenant, nous faisons ça avec un effort d'inclure un aspect jeunesse parce que simplement, je trouve que ça leur parle. Et c'est une des meilleures façons dont on rejoint les jeunes maintenant. Donc, l'une des prochaines tâches principales de ce travail, consiste à comprendre la diversité de la population des jeunes aidants et on a aussi une responsabilité de nous assurer que nous ne répliquerons pas les lacunes et les inégalités dans le système et dans notre société quand on développe des nouveaux services pour les jeunes proches.
Donc, il faut vraiment penser à la diversité, à l'intersectionnalité et ça doit avoir un impact sur comment on va le faire. Donc, il y a beaucoup de besoins, presque trop pour tout le tenir en tête. Alors, quand j'imagine toutes les différentes solutions possibles, j'ai trouvé que c'était aidant pour moi de trouver une façon de les regrouper selon un type de solution qui correspond aussi aux besoins spécifiques et aux sévérités. Donc, s'il y a un danger physique posé par le type de soutien, de soins apportés par le jeune, on n'assiste pas, on va diminuer l'intensité de ce soin ou idéalement vraiment travailler pour prévenir la situation. Euh, alors, on parle de prévention, de atténuation ou d'assistance. Je vais mettre un lien dans le chat parce que il y a tout un document qui a été fait lors du symposium Jeune et Danse l'année dernière. Mais je vais présenter comme une version raccourcie, simplifiée, euh, pour vous donner un indice de quelques mesures que je trouve vraiment aidantes quand je travaille avec ces populations-là, ou des aspects que je trouve sont comme prenantes pour des opportunités pour pouvoir travailler avec eux. Donc, ça. J'ai pris des exemples, comme je disais, très pertinents à cause de soit un besoin plus haut, mais peut-être aussi des cas où il y a des forces aussi qui peuvent nous aider ou qui nous disent que ces interventions sont mieux axées pour cette population et que on a eu une bonne réponse. Genre, je pars vraiment là de mon doctorat. Je trouve que des gens qui ont des expériences complexes mais semblables peuvent s'entraider tellement mieux. Alors, pourquoi pas voir cela puis le prioriser. Donc, sur le document, j'ai des exemples de types de services selon les catégories. Et en ce qui concerne les jeunes aidants issus de communautés ethnoculturelles et de l'immigration, la question que je me pose, c'est vraiment, est-ce qu'ils voulaient leur propre activité de groupe ou veut-il un conseiller comme qui a les mêmes origines qu'eux? Euh, ou est-ce qu'ils sont contents de joindre à un groupe a beaucoup de gens de différents backgrounds, puis on peut faire le même travail, on peut cibler le même besoin. Euh, c'est vraiment aussi une question de est-ce que le besoin est aussi transformé ou unique à la population qu'il faut l'adresser en spécificité. Et c'est vraiment juste qu'en posant la question comme Marie-Emmanuelle propose, on saurait la réponse. Donc, je suis content qu'on a fait l'étude parce que ça va répondre à tous ces questionnements. Euh, alors, on, on serait capable là de comme rajouter une troisième colonne presque avec les grandes lignes identifiées par les jeunes, de soit peut-être soyez prudent à cause de la stigmatisation ou peut-être qu'envoyer des travailleurs sociaux pour certaines interventions, ça va pas marcher parce que c'est vraiment important. C'est, Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu beaucoup des jeunes, déjà juste en quelques années travailler. Euh, et vous aussi, vous pouvez ajouter des notes selon si votre organisme ou votre équipe est bien placée ou s'il y a d'autres acteurs à contacter pour collaborer ou pour combler ce besoin. Donc, je trouve que c'est hyper aidant pour considérer euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Mi-Québec, de trouver notre rôle. Si on dit qu'on a tous un rôle à jouer pour soutenir les jeunes proches aidants. Donc, je vous encourage à faire la même chose et de considérer comment que l'identité de la jeune a un impact et de considérer aussi des forces qui en viennent avec.
Parce que c'est souvent que l'expérience de la jeune ou ce qui me confie, c'est que il est plus avantagé en certaines façons, euh, comme il peut me raconter qu'il apporte vraiment beaucoup de soins, que c'est vraiment le proche aidant primaire de la grand-mère ou de son père. Et ça peut me rendre nerveux, mais là, je vois qu'il n'y a pas un énorme impact négatif non plus. Alors, on n'a pas vraiment besoin d'intervenir, surtout non si le jeune lui-même, il dit, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'aide, non, j'aimerais pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient faire ces tâches pour moi. Ce que j'ai besoin, c'est vraiment juste un espace pour m'exprimer, pour entrer en communauté avec les autres jeunes parce que je manque un peu de temps à socialiser. Alors, il faut accepter ça aussi et entendre ce qu'il dit le jeune. Alors, en pratique, après toutes les considérations et choses, ce que ça fait, c'est que, comme j'ai dit au début, on fait une intégration des jeunes quand on crée des ponts aux communautés minoritaires. Donc, à Ami Québec, on a une collaboration avec le Centre de santé autochtone de Jojagé et nous explorons des projets LGBTQ+, en santé mentale. Et on a été vraiment content d'entendre que auprès de ces communautés, quand on a fait contact, ils, eux aussi pensaient que la perspective et l'inclusion des jeunes étaient essentielles à notre collaboration. Deuxièmement, on a dû trouver beaucoup plus de ressources externes. Donc, si quelqu'un en groupe parle de son culture et ils ont un besoin de se connecter avec des organismes communautaires ou des aides spécifiques pour l'immigration, j'ai remarqué que je les connaissais pas assez bien et j'ai une responsabilité de savoir où est-ce que je peux lui référer avec confiance aussi pour que c'est facile à faire ce reaching out pour le jeune. J'ai aussi dû me familiariser avec des histoires divers, mais pas tomber en stéréotype non plus, parce que oui, tous les lignes dans la recherche étaient les mêmes que j'ai vues en pratique, c'est que il y a une sorte de familialisme ou une perception de soins moins lourds, mais il y a aussi peut-être une méconnaissance de ressources, mais il y a toujours l'inverse qui peut être vrai aussi. Euh, et c'est complexe, ça dépend vraiment de leur situation. Alors, je ne fais pas de présomption, mais quand ils me disent quelque chose qui est différent de mon situation, j'ai peut-être plus la capacité de le mettre en contexte puis le comprendre. Alors, je pense que c'est super pertinent la discussion d'aujourd'hui parce que un des défis centraux que je remarque et je pense que c'est difficile à comme combler le besoin, c'est le besoin des jeunes proches de développer une identité qui est hors leur rôle de proche aidant, qui a d'autres aspects de leur identité qui peuvent venir puis constituer leur image de qui suis-je. Et je pense que l'adoption d'une approche centrée sur la communauté et la culture, c'est peut-être le mieux accès pour répondre à ce besoin. Et ces communautés ont aussi des pratiques d'entraide, des modèles intégrés de bien-être et des histoires qui expliquent l'interdépendance et l'approche aidante qui ont changé mon avis de qu'est-ce qui constitue la famille, l'approche aidante. Et c'est une force à utiliser aussi, à intégrer dans nos approches. Donc, je vais arrêter de parler puis laisser le salle à poser quelques questions, mais je voulais partager quelques ressources aussi. Je veux partager on a une publication qui est pour accompagner les jeunes poches
dans leur trajet. C'est bilingue, ça a été réalisé avec le regroupement des aidants et aidantes naturelles de Montréal. J'ai aussi notre site qui est malheureusement qu'en anglais pour le moment, mais vous pouvez m'écrire aussi et j'enverrai la présentation après. Merci. Oui, merci Oliver, merci Marie-Emmanuelle pour vos présentations. Je vais faire le pont, Oliver, puisque tu parles de partage des documents et du PowerPoint. Donc, tu confirmes que tu aimerais, que tu n'as pas de problème de partager le PowerPoint. Et j'imagine aussi, est-ce que le lien Google Drive qu'il y a dans le chat aussi, c'est quelque chose à partager sans problème? Exactement. Vous aurez ça en PowerPoint puis en PDF. Je vous envoie ça maintenant. C'est gentil, merci. Puis Marie-Emmanuelle aussi, on a une question par rapport à ton PowerPoint. Il n'y a pas de Est-ce problème. que On peut partager. Je t'enverrai une version PDF. c'est parfait? Merci Marie-Emmanuelle. Merci. Et Oliver aussi pour vos présentations. Donc, nous allons arrêter l'enregistrement maintenant pour passer à la plénière d'échange et de questions. Je vous invite à rallumer vos caméras pour ceux et celles qui le souhaitent. Pour la prise de parole, vous pouvez utiliser les mains levées. On ira dans l'ordre ou utiliser le clavardage chat pour poser vos questions.